bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Alors, moi j'ai souvenir de vous, puisque je dois avoir 15-16 ans, quand j'ai lu un livre aux éditions France Empire sur les nouvelles vagues des soucoupes volantes. Et bon, allez, on ne vous présente plus pour ceux qui vous ont connu, mais pour les jeunes qui n'ont pas eu, les moins de 20 ans comme on dit, qui ne vous ont pas connu, bon, présentez que vous êtes un ancien grand reporter, journaliste, rédacteur en chef de plusieurs chaînes de télé et radio dans les années 70-80, même 90. Et puis que maintenant vous êtes en retraite, mais que vous continuez toujours votre passion, votre intérêt pour la question des ovnis. J'ai commencé ma carrière de journaliste, j'ai d'abord été journaliste, ensuite rédacteur en chef adjoint, ensuite rédacteur en chef de France Inter, entre 1967 et 1974. Je l'ai fait tout à fait par hasard en voulant vérifier une dépêche de l'agence France Presse, une très longue série d'émissions qui s'appelait Dossier OVNI, pas de panique, que l'on retrouve, merveille de la technique maintenant, en tapant ça sur le web. Dossier OVNI, pas de panique, avec Claude Villers. Et j'avais fait une quarantaine d'émissions où j'avais interviewé des personnalités scientifiques, j'avais interviewé le ministre de la Défense de l'époque, qui était M. Robert Gallet, et comme on recevait des dizaines de milliers de lettres de gens qui me disaient « Monsieur Bourret, je n'ai pas pu malheureusement écouter l'émission d'hier, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photocopie ?» On a eu l'idée de faire un premier livre qui s'appelait « La nouvelle vague des soucoupes volantes ». Et après, j'ai enchaîné avec 3 autres livres. Et puis j'ai arrêté parce que je pense qu'à travers ces 4 premiers livres, qui n'ont pas pris une ride, il y a toute l'histoire des ovnis qu'il faut connaître. D'accord. Alors depuis quelques années, vous collaborez avec Jean-Pierre Petit, qui est un scientifique sérieux. C'est l'inventeur, le découvreur de la MHD, si je me souviens bien. Avec lui, vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages où vous le questionnez. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour les lecteurs qui leur donneront envie d'acheter le livre que vous avez commis avec Jean-Pierre Petit? Comment vous l'avez connu déjà, Jean-Pierre Petit? Alors j'ai connu Jean-Pierre Petit précisément quand j'ai fait ma série d'émissions sur France Inter en 1974. Donc ça fait presque 50 ans que je le connais. Il est maintenant à la retraite, comme moi. Il est un ancien directeur de recherche du CNRS. C'est un génie. Je n'ai pas peur du mot, c'est un génie. Et donc lui, il s'intéresse aux ovnis. Oui, il s'intéresse aux ovnis depuis 50 ans parce que, comme moi, il a été témoin quand il était petit. Moi, je ne l'ai révélé qu'il y a très peu de temps parce que je sais très bien comment on fonctionne dans la société. On aurait dit, ce pauvre bourré, il porte bien son nom, il voit des ovnis, mais tu te rends compte, le mec, il est complètement barjot. Parce que qui dit objet volant non identifié et être venu d'un autre espace-temps ou d'une autre civilisation, bah, c'est un peu angoissant, parce qu'on dit, ils sont plus forts que nous, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous, alors qu'ils prennent contact avec nous en permanence pour ceux qui savent. Voilà, nous sommes dans un dossier explosif. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur ce livre particulier? Alors, la théorie de Jean-Pierre Petit, son univers extrêmement intéressant par rapport à la théorie des trous noirs, qui est la théorie utilisée par tous les astrophysiciens du monde entier depuis 40 ans au moins, c'est une théorie extrêmement intéressante, c'est ce qu'il appelle le modèle Janus. Et pourquoi je dis que c'est une théorie très intéressante? Parce que son univers, qu'il a basé sur les travaux d'Einstein, est un univers qui a 2 pôles, un pôle positif dans lequel nous sommes. Vous voyez, j'ai des lunettes là, j'ai des cheveux, il y a des livres derrière moi, tout ça c'est positif, on peut le toucher. Et s'interpénétrant avec cet univers positif dans lequel nous vivons et que nous utilisons, il y a un univers négatif par lequel on peut passer quand on a les compétences technologiques évidemment pour le faire. Donc, si une civilisation extraterrestre utilise la réalité de cet univers qui nous entoure, c'est-à-dire l'univers négatif qui s'interpénètre avec l'univers positif, exactement comme sur un aimant, vous avez le plus et le moins, mais vous ne pouvez pas les mettre en face, puisque si vous avez déjà essayé de les mettre l'un en face de l'autre, ça ne va pas, vous n'y arrivez pas. Donc, cette civilisation qui passerait par l'univers négatif, au lieu de mettre des années ou des dizaines d'années ou des centaines d'années, ne mettrait que quelques mois, quelques semaines et parfois même quelques jours pour venir d'un point A à un point B de l'univers. Donc Jean-Pierre Petit travaille là-dessus depuis 50 ans
Alors, je voulais terminer cet entretien avec vous, Jean-Claude Bourret, pour vous poser une question concernant la bête du Gévaudan. Vos racines ardéchoises vous ont peut-être motivé à vous intéresser à cette histoire. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Je sais que vous avez contribué à 2 publications sur ce sujet, dont un roman, si je me souviens bien. Et donc, est-ce que vous pourriez un peu nous dire ce que vous avez d'intéressant à partager sur la bête du Gévaudan? Alors d'abord, j'invite vos téléspectateurs à taper dans leur moteur de recherche Bourré, donc BOU2RET, Bête du Gévaudan, c'est pas moi, hein, Bourré, Bête du Gévaudan, Presse Club, et ils découvriront 2 vidéos d'une présentation au Presse Club de France que j'ai créée il y a plus de 30 ans d'ailleurs à Paris, et dans laquelle vidéo je présente en exclusivité mondiale la reconstitution de la bête du Gévaudan en 2016. Comment ai-je fait? Eh bien, grâce à un industriel qui a mis 150 000 euros sur la table, nous avons utilisé pendant près d'un an une dizaine de spécialistes qui se sont basés sur le rapport d'autopsie qui a été réalisé au lendemain de la bête, au lendemain de la mort de la bête du Gévaudan par 2 chirurgiens du roi qui ont pris 31 mesures de la bête du Gévaudan. Donc on sait exactement quelle était sa longueur, sa largeur, son poids, la longueur de ses pattes, la longueur des griffes, l'espacement entre les dents, le nombre de dents, etc. Les yeux, l'écartement entre les yeux, les oreilles et tout, on sait tout, y compris la couleur puisqu'elle est parfaitement décrite. Alors, je m'y suis intéressé pour une raison simple, hein, puisque mes racines, c'est l'Ardèche, la Lozère et disons le Gévaudan. Et j'ai toujours été intrigué quand j'étais adolescent et ensuite jeune journaliste par ce que j'entendais quand j'allais à Langogne en vacances chez mes parents, où j'entendais très régulièrement parler de la bête du Gévaudan. Et un jour, j'ai fait mon métier de journaliste, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ça n'existe pas, un truc comme ça. C'est les paysans incultes qui avaient inventé quelque chose. Et j'ai commencé à lire les bouquins. Donc j'ai lu un livre, 5 livres, 10 livres, 15 livres. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup de bêtises, mais par les auteurs des livres sur la bête du Gévaudan. Il y en avait assez peu qui avaient fait un travail rigoureux et sérieux. Je suis allé dans toutes les archives départementales et j'ai trouvé les rapports de la maréchaussée de l'époque, c'est-à-dire la gendarmerie de l'époque. D'ailleurs, c'était très émouvant d'avoir entre les mains un rapport écrit par un sous-officier ou un officier de gendarmerie au XVIIe siècle. Et je me suis rendu compte que la bête du Gévaudan, c'était vraiment une bête, que ce n'était pas du tout un loup, évidemment, puisque nos ancêtres, les paysans d'Ardèche, connaissaient parfaitement les loups. Ils ont tué, j'ai regardé dans les archives, entre 60 et 100 par mois, parce que les loups attaquaient notamment les moutons, quelquefois les petites bergères qui étaient dévorées, mais c'était assez rare parce que le loup se méfiait quand même de l'homme. Mais quand il voyait qu'il y avait une fragilité, c'est-à-dire une petite bergère qui était isolée ou un petit berger qui était isolé, ils se mettaient quelquefois à plusieurs, ils attaquaient. Mais c'était quand même assez rare. En revanche, là, cette bête, elle s'est mise à attaquer sans arrêt non seulement les enfants, mais les adultes, les femmes, les hommes en pleine force. Les hommes, il y a même des attaques d'hommes à cheval, armés, attaqués par la bête, c'est vous dire si elle était violente. Et donc, ça m'a véritablement intrigué. Et j'ai donc écrit à la fois 2 bandes dessinées qui ont résumé mon enquête, qui ont été publiées aux éditions du Cygne à Strasbourg. Et puis, j'ai publié également un roman historique en 2000, je ne sais plus combien, 2012 ou 2013. J'ai publié un roman historique qui est basé évidemment sur mes enquêtes. La bête du Gévaudan a vraiment existé. C'était un croisement entre un loup, un descendant des chiens de combat des armées romaines. Je vois que vous êtes intéressé à beaucoup de domaines qui touchent indirectement l'Ardèche. Est-ce qu'au niveau de l'Ardèche, vous avez été confronté à des témoignages d'OVNI? Alors, vous savez, c'est une question que l'on me pose souvent. Quand je vais à Strasbourg, on me dit, mais est-ce qu'il y a eu des ovnis sur Strasbourg?
Quand je vais à New York, on me dit, mais est-ce qu'il y a eu des ovnis sur New York? Les ovnis, si vous voulez, ne se préoccupent pas ni des villes, ni des départements. Ce sont des intelligences qui viennent d'ailleurs, qui voient la Terre dans sa globalité, et évidemment que l'Ardèche, que Privas, ont été survolés par des objets volants non identifiés. Bon, merci Jean-Claude Bourret de nous avoir accueillis dans votre appartement parisien. On espère vous avoir enfin un jour en Ardèche pour une vraie conférence en public, dans de bonnes conditions. Et puis, bonne continuation dans vos recherches et vos écritures et votre travail pédagogique de transmission.